Merci beaucoup pour l'accueil et la présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de mon travail de thèse. Donc, de toute façon, je suis en dernière année de thèse maintenant. Et je vais parler d'un travail qui porte sur les effets des pratiques viticoles et du paysage sur les communautés de plantes et d'insectes floricoles dans les vignes du Montpellier. Donc, je vous apprends rien, mais l'intensification agricole, à travers sa motorisation, sa mécanisation, sa chimisation, a entraîné, certes, d'un côté, une explosion des rendements, mais aussi la détérioration des habitats, et notamment une grande perte d'habitat par leur simplification, et donc un déclin de la biodiversité dans tous les taxa, que ce soit en diversité, mais aussi en abondance. Et dans les agrosystèmes, on constate ça sur les plantes, donc les adventices, mais aussi sur les arthropodes et notamment les pollinisateurs. Donc moi, le point d'entrée de mon travail de thèse, c'est les adventices. Donc ce sont des plantes qui poussent spontanément dans le champ cultivé. Et les adventices sont un peu comme une épée à double tranchant. Donc d'un côté, évidemment, ils sont la source de disservice en rentrant en compétition avec la culture. Donc il faut savoir que les adventices, c'est la première source de perte de rendement. Mais d'un autre côté, quand même, ils peuvent servir donner des services, donc, notamment en participant à la structure et à la fertilité du sol, mais aussi en participant au maintien des pollinisateurs. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc, pourquoi s'intéresser aux adventices et aux pollinisateurs dans la vigne? La réponse, elle est un peu sur cette photo. On voit à peine la vigne, et ce qu'on voit, ce sont les adventices, et notamment des fleurs d'adventices. Donc, la vigne, c'est une culture qui occupe du coup une très faible surface, par le fait que ça soit une culture pérenne, et du coup, il y a plus de potentiel pour accueillir une diversité d'adventices. Et ces adventices, dans les systèmes viticoles, ils sont en interaction, notamment leurs fleurs, avec de nombreux insectes. Aujourd'hui, j'ai parlé d'insectes floricoles, donc c'est tout insecte qui visite une fleur pour y prélever la ressource, donc que ce soit le pollen ou le nectar, indépendamment du fait qu'il assure la pollinisation de la fleur ou non. Et ces insectes floricoles, ils sont très divers. Donc on peut avoir des coléoptères, des diptères, des lépidoptères, des abeilles, tout hyménoptères. Et ici, la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres ordres d'insectes qui visitent les fleurs pour en consommer les ressources. Donc, dans ma vigne, mes communautés d'insectes et d'adventices, qu'ils soient placés dans la bordure de la parcelle ou dans l'interrang, sont soumis à plein de facteurs, que ce soit la saison, le paysage, les pratiques viticoles, le sol, ou encore l'effet de paysage, mais un peu plus local via les infrastructures agroécologiques. Et dans mon travail de thèse, je cherche à voir l'influence de chacune de ces flèches ici sur mes deux communautés, donc d'insectes et d'adventices, et aussi leur interaction. Donc, ma première question sur cet exposé aujourd'hui, c'est voir si déjà il y a une différence entre mes communautés d'adventices de la bordure de parcelle de vigne et de ma parcelle, du cœur de la parcelle. Donc pour cette question, on a fait l'hypothèse que les communautés végétales et d'insectes situées dans la bordure devraient normalement présenter une plus grande diversité, du fait que la bordure est un espace moins perturbé que le cœur de parcelle. Ma seconde grande question, c'est de savoir comment les communautés d'adventices et d'insectes floricoles dans les vignes sont-elles structurées dans le temps en réponse au contexte paysager et aux pratiques de gestion. Donc on a émis également des hypothèses vis-à-vis de cette question-là. La première, c'est l'hypothèse de la perturbation intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que des niveaux de perturbation intermédiaire, tels que la fauche, favorisent une diversité végétale plus élevée que des perturbations intenses, comme le travail du sol ou les herbicides, ou que pas du tout de perturbation. La seconde hypothèse, c'est plutôt lié au contexte paysager, du coup. On pense que l'hétérogénéité du paysage et la proportion d'habitats semi-naturels augmentent la diversité fonctionnelle florale des plantes, et aussi la richesse des communautés d'insectes visiteurs de fleurs, avec des réponses qui seraient taxa-dépendantes chez les insectes. Donc pour répondre à ces deux questions-là, j'ai travaillé dans un réseau de parcelles, donc de 30 parcelles viticoles autour de Montpellier, on peut le voir sur la carte ici, qui s'étend de quasiment 7 à Ganges jusqu'au-delà du Grau-du-Roi. Et mes 30 parcelles viticoles sont réparties le long de deux gradients orthogonaux. Le premier gradient, c'est un gradient d'intensité des pratiques viticoles. Le second, c'est un gradient d'hétérogénéité du paysage. Donc, on a des parcelles très extensives dans un paysage très peu hétérogène, des parcelles très extensives dans un paysage très hétérogène, et de l'autre côté, des parcelles très intensives dans un paysage peu hétérogène, et des parcelles très intensives dans un paysage très hétérogène. Donc, pour préciser un peu ce que j'entends par pratique viticole,
En fait, l'intensité des pratiques, on l'a définie grâce à une analyse multivariée. Donc, en fait, j'ai fait des interviews aux agriculteurs vis-à-vis de leurs pratiques, et du coup, j'ai recueilli plein de variables concernant leurs pratiques, donc qui sont toutes sur le cercle ici des variables de l'ACP. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre premier axe de l'ACP présentait les pratiques en lien avec présentait l'intensité des pratiques viticoles, avec à droite des parcelles dans lesquelles le travail du sol est très fréquent, avec un IFT plutôt important, et de l'autre côté, des parcelles où le travail du sol était très peu fréquent et plutôt il faisait de la tonte du coup ou de la pâture, et dans lequel il y avait peu de traitement. Le second axe de cet ACP est aussi intéressant parce qu'il représentait la fertilisation. Les parcelles ici en haut ont une fréquence de fertilisation minérale élevée, alors que les parcelles en bas ont plutôt une fertilisation faible et sinon organique. On a fait la même chose pour décrire le sol, pour regrouper un peu les variables du sol. Donc on a classé nos parcelles selon les différentes caractéristiques du sol, et on a vu que l'axe 1, notre ACP, représentait plutôt la fertilité du sol, et notre axe 2 représentait la teneur en calcaire et pH du sol. Donc, je vous ai parlé de la caractérisation des variables locales, mais on voulait aussi voir le paysage. Donc, pour cela, on a utilisé la carte d'occupation des sols OZO, et je remercie François qui nous a aidé à extraire du coup, deux indices, deux métriques de paysage qu'on a utilisés dans ce travail, qui sont l'indice de Shannon, donc l'hétérogénéité de composition du paysage, et le pourcentage d'habitat semi-naturel, donc qui prenait la somme en fait des prairies, des pelouses, des forêts, des plages et des dunes. Et du coup, la particularité de nous vis-à-vis d'études du paysage, c'est qu'on a regardé à différents buffers de distance de la parcelle. Donc, on a regardé à 250 mètres, 500 mètres et 1000 mètres. Et pourquoi ça? Comme je vous l'ai dit en introduction, nos insectes floricoles, ils sont très divers et du coup, ont des capacités de fourragement très différentes. Et on voulait voir si certains répondaient plus à un paysage un peu plus restreint autour de la parcelle et d'autres plutôt au paysage large autour de la parcelle. En plus de ce paysage à grande échelle, on a regardé le paysage un peu plus local en faisant en fait le tour des infrastructures agroécologiques autour des parcelles qu'on a qualifiées en 6 caractéristiques, enfin 6 classes que vous voyez là. Donc haies, alignement d'arbres, bandes enherbées, murets, bosquets, fossés. Donc maintenant, sur le terrain, après avoir qualifié tout ça, on a également regardé quand même nos communautés d'adventistes et d'insectes. Pour commencer, pour nos communautés d'adventistes, on a réalisé 2 relevés. Donc, comme je vous ai dit, un encore en cœur de parcelle sur une surface de 400 mètres carrés et un en bordure sur une surface de 50 mètres carrés. Donc, pourquoi les surfaces sont différentes? Tout simplement, en bordure, des fois, c'était des espaces très restreints et il fallait faire avec. Et du coup, la surface sur laquelle on pouvait échantillonner dans toutes les parcelles de la même façon, c'était 50 mètres carrés. Donc, les métriques qu'on a regardées chez les plantes, on a déjà regardé juste la richesse spécifique pour avoir un peu une description générale de nos communautés végétales. Après, on s'est intéressé à des traits liés à la disponibilité des ressources florales en regardant la densité d'entomophiles en fleurs, c'est-à-dire le nombre d'individus entomophiles en fleurs par mètre carré. Et enfin, des traits liés plutôt à l'attractivité de l'accessibilité des ressources florales à travers la diversité d'inflorescences entomophiles. Donc, je vous ai parlé des plantes. Maintenant, qu'en est-il de nos insectes floricoles? Donc, pour ça, pour capturer nos insectes, on a utilisé des bols colorés. Donc, un qu'on plaçait en corps de parcelle et un dans la parcelle. Donc, ça ressemblait à ça sur le terrain. Donc, pour avoir une visualisation de qu'est-ce qu'une parcelle, qu'est-ce qu'une bordure de parcelle dans les vignes. Et là, ici, dans l'enterre en vigne. Donc, après avoir récolté nos bols, il fallait qu'on identifie nos insectes. Donc, pour ça, on a utilisé une méthode moléculaire. Donc, on revenait au laboratoire, on triait tous nos insectes, on les triait du coup par morpho-espèce. On prenait en photo notre échantillon. Et dans chaque morpho-espèce, on prélevait une partie d'un individu ou un individu entier selon sa taille, qu'on plaçait dans un puits d'extraction. Donc, ça partait en extraction ADN. Ensuite, on a fait PCR, évidemment, avec une paire de primers, donc BF3, BR2, sur le gène COA1. C'est ensuite parti en séquençage MySec Illumina et suivi d'un traitement informatique
qui mettait en regard du coup les séquences issues du séquençage avec deux bases de données de barcode, donc BOLD et aussi code abeille, pour avoir une résolution à peu près plus précise sur les abeilles. Et à la fin, on obtenait une table d'abondance de pollinisateurs. Mais bon, cette table, elle ne peut pas être utilisée directement comme ça. On va voir pourquoi. Donc en fait, j'ai combiné du coup cette table issue du traitement moléculaire avec de la parataxonomie. Donc le premier cas qui s'offrait à moi, c'était que j'avais des correspondances d'identification entre le barcoding et le piège. Donc je comparais à ma photo une espèce donnée par ma table et je voyais que ça correspondait. Du coup, c'était super parce que le barcoding, il me donnait une résolution à l'espèce que je n'aurais pas été capable potentiellement d'avoir l'espèce moi-même, parce qu'il faut des compétences taxonomiques avancées. Et aussi, ça me permettait d'avoir du quantitatif et de l'abondance en comptant, du coup, en reprenant ma photo et en comptant les individus pour chaque espèce. Le second cas auquel j'étais confrontée, c'était le faux positif. Donc, c'est qu'une espèce donnée par le méta-barcoding n'est pas présente dans le piège. Et dans ce cas-là, le fait de valider avec la parataxonomie, ça m'a permis de corriger les erreurs du méta-barcoding. Et enfin, il y avait le cas du faux négatif, c'est-à-dire qu'une espèce du piège n'est pas donnée par le barcoding. Et du coup, moi, ça m'a permis de compléter notre base d'insectes et du coup, d'identifier, qui n'avait pas été identifié moléculairement. Donc, juste pour donner un peu une idée de l'efficacité de cette méthode d'identification des insectes, ces barplots ici, ils représentent du coup les trois cas auxquels j'étais confrontée, donc le faux négatif, le faux positif et la correspondance des identifications. Et là, c'est divisé du coup par grands tordres. Donc, on a les coléoptères, les diptères et les abeilles sauvages. Ici, c'est le combiné. Et on voit que l'efficacité varie selon les ordres, en fait. Et bon, cette hétérogénéité de l'efficacité des taxa, on s'y attendait parce que certains groupes d'insectes sont moins étudiés et du coup moins présents dans les bases de données barcode. Concernant les faux positifs, donc on pense qu'ils sont dus évidemment à la contamination, mais aussi à des séquences mal identifiées dans le bol, c'est-à-dire qu'une séquence en fait ne correspond pas à l'insecte auquel il a été attribué. Et enfin, une dernière hypothèse de pourquoi on arrive à 20% de faux positifs, ça serait que potentiellement des insectes se soient posés dans le piège assez longtemps pour déposer de l'ADN qui se serait amplifié lors des processus moléculaires. Et enfin, concernant les faux négatifs, donc on arrive à 23% en moyenne de faux négatifs. Donc, tout simplement, il y a des insectes qui n'ont pas de barcode pour le moment dans les bases de données barcode. Et enfin, surtout, il y aurait des problèmes d'hybridation de l'amont PCR pour certaines familles et genres d'insectes. Donc, moi, les 4 grandes variables que j'ai regardées dans ce travail-là, c'est la richesse spécifique d'insectes floricoles, la richesse spécifique d'abeilles sauvages, de coléoptères et diptères. Donc globalement, rapidement pour l'analyse statistique, nos variables qu'on regarde ici, donc là c'est celles liées aux plantes. On voit qu'on veut regarder l'effet des pratiques qui sont représentées là, qui sont en fait les coordonnées sur l'axe des ACP, donc celui qui représentait l'intensité des pratiques viticoles et celui qui représentait la fertilisation. Ensuite, on rajoutait nos variables de sol, la position du relevé, donc c'était en cœur de parcelle ou en bordure de parcelle, le paysage, la saison et aussi des interactions donc entre la saison, la position et également les pratiques et le paysage. Ensuite, dans notre seconde question, on a analysé de manière séparée nos communautés de parcelles et de bordure. Donc pour les communautés de cœur de parcelle, on voulait vraiment arriver à pointer du doigt les pratiques et comment est-ce qu'elles influençaient chacune différemment. Du coup, on a enlevé cet axe d'intensité des pratiques, mais on a vraiment utilisé les variables brutes, donc par exemple la fréquence de tonte, la fréquence de travail du sol, de fertilisation, l'IFT herbicide, l'IFT total. De même pour les communautés d'insectes floricoles. Et en plus, pour voir l'effet des communautés d'adventices, on a rajouté une variable qui était la densité de fleurs
dans la surface de relais botanique. Donc, du côté d'analyse des communautés de bordure, on s'est intéressé à l'effet du coup de l'habitat voisin, donc de l'IAE voisine du relevé, et on l'a rajouté du coup en variable dans nos modèles. Donc maintenant, on va passer aux résultats. Je vais commencer par une description générale des communautés de plantes et d'insectes visiteurs de fleurs qu'on trouve dans la vigne. Donc globalement, on a trouvé 351 espèces de plantes et 665 espèces d'insectes floricoles. Avec une attention particulière aux abeilles sauvages, on a trouvé plus de 104 espèces d'abeilles sauvages qui représentent environ 10% de la diversité des abeilles sauvages de France, donc qui est quand même assez conséquente. Donc maintenant, concernant mes communautés de plantes, donc ici, ces deux graphiques, à gauche, représentent le top 20 des espèces les plus abondantes dans le cœur de parcelle, et ici, le top 20 des espèces les plus abondantes dans la bordure de parcelle. Et les différentes couleurs représentent le type de pollinisation, donc soit c'est des anémogames, des autogames ou des entomogames. Donc en jaune, on voit que le jaune quand même domine, notamment dans le cœur de parcelle, où on a beaucoup de Véronique, de Crépis sancta et de Medicago. Et dans la bordure, on a aussi des entomogames quand même, avec de nouveau des Medicago, des Buzernes, de l'Erodium et de la Grande Mauve. Concernant nos insectes visiteurs de fleurs, c'est pareil que pour les plantes. On a ici les insectes piégés en cœur de parcelle et ici les insectes piégés dans la bordure de la parcelle. Les couleurs représentent les différents ordres auxquels appartiennent nos insectes. Et on voit que dans la bordure, enfin dans la parcelle, pardon, l'insecte piégé le plus fréquemment, c'est une mouche, c'est Delia platura, la mouche des semis. Ensuite vient la cétoine velue et après l'abeille domestique. C'est un peu la même chose dans la bordure avec de nouveau notre mouche. Cette fois-ci, c'est pas la cétoine velue, mais la cétoine funeste et encore notre abeille domestique. Mais dans tout ça, on a quand même piégé des abeilles sauvages, notamment notre Lasium malacurum, qu'on trouve très fréquemment piégé, le Bombus terrestris et une andrène. Donc bon, on a vu globalement les communautés qu'on a dans nos vignes. Maintenant, quels sont les effets des pratiques? On va commencer par les effets sur la flore. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la fréquence du travail du sol, elle diminue la richesse spécifique florale, alors que la fréquence de tonte, elle, vient plutôt augmenter la richesse spécifique des adventices. Et ça vraiment corrobore l'hypothèse qu'on avait au début, que les niveaux intermédiaires de perturbation, donc ici la tonte, favorisent une richesse spécifique plus élevée que des perturbations intenses, comme le travail du sol. Au-delà d'affecter la richesse spécifique, ça affecte également la diversité d'inflorescences entomogames, avec les herbicides qui réduisent du coup la diversité des ressources florales. Et au-delà de réduire la diversité des ressources florales, ils en réduisent également la quantité, avec l'IFT ayant un impact négatif sur notre densité d'entomogames en fleurs. Enfin, on a constaté quand même un effet important de la saison, avec notamment en février une floraison massive dans les interrants de vigne. Donc on peut voir ici, avec une floraison massive du coup de la Diplotaxis fausse roquette, qui est la fleur blanche, et du Crépis sancta, qui est la fleur jaune. Ensuite, on a vu qu'aussi que la flore de bordure avait un impact sur notre flore de parcelle. Donc, c'est-à-dire que plus la richesse spécifique florale de la bordure était grande, plus celle de la parcelle aussi l'était. Donc, je vous ai parlé de la parcelle, de la flore de parcelle. Maintenant, qu'en est-il de la flore de la bordure? On a constaté également un effet négatif du travail du sol et d'IFT herbicide sur notre richesse spécifique de notre flore de bordure. Et au-delà de la richesse spécifique de la flore, on a vu également l'impact négatif de l'IFT herbicide sur notre densité d'entomogames en fleurs dans la bordure aussi. Donc, après avoir vu les effets plutôt locaux, qu'en est-il de l'effet des paysages sur notre flore? Donc, on a constaté que le pourcentage d'habitats semi-naturels était positivement corrélé à notre richesse spécifique florale, mais aussi à la diversité d'inflorescences entomogames. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur les effets sur la flore?
Donc, que les herbicides, ils ont un impact négatif sur la quantité et la diversité des ressources florales dans la parcelle, mais aussi dans la bordure. Que la parcelle est pourvoyeuse d'une grande quantité de ressources florales en février, qu'une bordure riche favorise une parcelle riche aussi en fleurs, et enfin que la présence d'habitats semi-naturels favorise la diversité florale de la parcelle, et sûrement parce qu'ils sont source de propagules très diverses. Maintenant, j'ai parlé de la flore. Qu'en est-il de nos insectes floricoles? La première chose qu'on a remarqué, c'est qu'on a une richesse spécifique plus importante de nos insectes floricoles dans la bordure que dans la parcelle. Donc, ce qui était vraiment, ce qui corrobore notre hypothèse initiale que la bordure sert de refuge aux communautés d'insectes. Ensuite, qu'en est-il des effets des pratiques? En fait, on n'a pas trouvé d'effet de pratique sur notre richesse d'insectes floricoles. Mais par contre, on a trouvé un gros effet du paysage, notamment sur la richesse spécifique de nos coléoptères. Donc, le pourcentage d'habitats semi-naturels fermés à 250 mètres est positivement corrélé à notre richesse spécifique en coléoptères. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'on a de nombreuses en fait, espèces de buprestidés et de déméridés. Et dans ces deux familles-là, en fait, les larves vivent dans le bois mort. Et du coup, on pense que les larves viennent du bois aux parcelles pour y consommer potentiellement les ressources florales. D'un autre côté, les abeilles sauvages, elles, ont répondu à l'interaction entre l'intensité des pratiques et le paysage, et notamment l'indice de Shannon du paysage. Et pour vous expliquer cette interaction, je l'ai représenté ici. Donc vous avez le SAGI de paysage en abscisse, et ici la richesse prédite des abeilles sauvages en ordonnée. Et chaque couleur différente de droite représente un niveau d'intensité de pratique différent, donc allant du bas à très haut. Et ce qu'on voit, c'est que la relation change de sens. Donc lorsqu'on est dans une parcelle avec une faible intensité de pratique, on a une relation positive entre la richesse d'abeilles sauvages et l'hétérogénéité du paysage. Donc dans un paysage très hétérogène, dans une parcelle peu intensive, on aura plus d'abeilles sauvages. Et par contre, on voit que la relation change de sens lorsqu'on est dans des parcelles très intensives, où en fait la relation devient négative, et du coup, on peut interpréter ça comme le paysage n'arriverait pas à compenser en fait l'effet des pratiques sur la richesse d'abeilles sauvages qu'on peut trouver dans la parcelle. Et ça, c'est un peu contraire à ce qu'on peut voir dans la littérature, où plutôt une parcelle avec une gestion très intensive dans un paysage vraiment très favorable aux abeilles accueillerait également une plus grande diversité d'abeilles sauvages. Et nous, on a trouvé du coup l'opposé. Donc, au-delà de l'effet du paysage, on a retrouvé également un résultat qui, pour nous, était un peu l'inverse de ce qu'on aurait espéré. Mais on a trouvé une relation négative, du coup, entre notre densité d'entomogame en fleurs et notre richesse spécifique d'abeilles sauvages. Mais bon, ça, on peut l'expliquer en fait par notre méthode de piégeage. En fait, les bols colorés, ça rentre en compétition avec les fleurs. Donc, quand il y a beaucoup de fleurs, il y a moins d'insectes qui vont se poser dans nos bols. Du coup, on capte moins cette diversité de nos insectes floricoles. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir vis-à-vis de nos insectes floricoles? Déjà que la bordure est refuge pour notre diversité d'insectes floricoles, qu'on a peu, pas d'effet détecté des pratiques sur la diversité d'insectes floricoles, que la diversité de nos coléoptères est favorisée par les habitats semi-naturels fermés, alors que les abeilles sauvages, elles, et les diptères, sont favorisées plutôt par l'hétérogénéité du paysage, et il semblerait que le paysage ne compense pas l'effet des pratiques intensives sur la diversité des abeilles sauvages. Mais bon, on a vu que notre méthode d'échantillonnage notamment était un biais, et que les bols colorés ne permettent pas en fait vraiment d'étudier l'effet de la flore adventice sur nos pollinisateurs. Et en plus de cela, on a remarqué que la richesse des abeilles sauvages et des coléoptères répond à des métriques paysagères allant de 250 mètres à 1000 mètres selon que l'échantillon ait été dans le cœur de parcelle ou dans la bordure. Donc ça reflète probablement des différences vraiment de capacité de dispersion très forte au sein des groupes.
Et ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à re-sous-diviser nos groupes, notamment chez les coléoptères, c'est tellement divers, en groupes fonctionnels, notamment grâce aux métriques soit de taille du corps, ou de taille des ailes, et chez les abeilles de l'ITD, pour avoir une meilleure compréhension de leur réponse au paysage. Et enfin, comme je vous ai dit, ce travail n'a pas permis vraiment de voir l'effet des adventices sur nos communautés d'insectes floricoles, mais au-delà de faire des bols colorés, on a également réalisé des transects dans les vignes. Donc on a vraiment noté les interactions adventices-pollinisateurs, et donc ça c'est en cours d'analyse. Et au-delà de faire simplement un transect au filet, on a également utilisé une méthode moléculaire. Donc, on a prélevé les fleurs d'adventice et on espère retrouver de l'ADN déposé par nos insectes floricoles. Donc, ça permet de développer déjà une méthode non létale, parce qu'on n'a pas tué notre pollinisateur, et également de potentiellement avoir une couverture taxonomique plus large en ayant l'historique des insectes qui se soient posés sur nos fleurs avant qu'on arrive dans la parcelle faire le transect au filet. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je voulais remercier spécialement Dinafor et notamment François qui m'a récupéré toutes mes métriques de paysage et l'équipe terrain qui ont préparé tout le matériel. Sans eux, on n'aurait pas pu faire ce terrain-là. Et voilà. Merci pour votre écoute.